Bonjour, bonjour des fesses Nantes. Comment ça va? Je pensais honnêtement que vous alliez tous dormir après ce très bon repas. Mais comme quoi, vous m'avez fait mentir. Je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Estelle Landry. Avec mon accent, vous le voyez, je ne suis pas de Nantes, je suis de Montpellier. Et je suis très très fière de présenter ces talks cet après-midi. Et nous allons commencer par un premier talk. Mais je voulais un petit peu commencer et vous réveiller un petit peu, vous chauffer. Et pour cela, j'ai une petite blague. Ça vous tente? J'ai pas dit qu'elle serait bonne, hein. Quelle technologie audio exploitant la compression de données est la préférée des elfes de maison? Dolby Digital? J'espère que vous avez aimé, que maintenant vous êtes décompressé. Je vais arrêter, hein. Je vais laisser la place à deux speakers extrêmement talentueux. Voici Hubert et Antoine. Alors, oxyde. Hubert, là, tu fais quoi? Je cherche un mot avec ce tirage là, mais je galère un peu. Hubert, je crois pas qu'on est là pour ça. Ah bon? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Caron, je suis développeur web à Scaleway et je vous présente Hubert Sablonnière, qui est également développeur web chez Clever Cloud. Bonjour, je suis joueur de Scrabble aussi. Oui, on a compris. Oui. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de la compression. C'est un sujet très vaste, très complexe, et on avait voulu se centrer sur un contexte particulier qui nous plaît, c'est le monde du web. En fait, il y a un truc qui nous fascine tous les deux. On a chacun ses petits plaisirs, hein. Mais c'est qu'à l'instant où on parle, il y a des millions de serveurs dans le monde qui sont en train de compresser des requêtes, enfin des réponses HTTP. Et en même temps, il y a des milliards, tu sais combien ça fait 1 milliard? Il y a des milliards de navigateurs qui sont en train de décompresser ces réponses HTTP. Du coup, on a regardé un peu comment ça marche, on a été assez curieux, et on aimerait vous partager ça en ajoutant au passage quelques rappels et bonnes pratiques. Alors on va commencer tout de suite par des petits rappels lexicaux, clarifications lexicales. Quand on parle de compression, le monde se divise en deux catégories. Il y a la compression avec perte de données et la compression sans perte de données. En général, on va associer la compression avec perte de données à des formats d'images ou d'audio-vidéo comme JPEG, MPEG, MP3, etc. Mais en fait, sur le web, on trouve également de la compression avec perte de données, sur du JavaScript, du CSS, de l'HTML. Dans ces cas-là, on parle de minification. Donc on va prendre un exemple JavaScript avec un fichier qui contient des fonctions mathématiques. On a une addition, tout ce qu'il y a de plus basique, une factorielle avec de la récursivité, s'il vous plaît. Pour l'instant, notre fichier fait 228 octets. Et le minifieur JavaScript que vous utilisez, il connaît la syntaxe en fait. Il va analyser le code et il va se dire « Ouh là là, mais attends, il y a des trucs qui servent à rien, là, les points-virgules, les commentaires, bim, 203 octets. » Ok, après il se dit le if return ci, return ça, là, ouais, je peux faire un ternaire, paf, 197 octets. Puis après il se dit bon, tes variables avec des noms à rallonge, en prod, on n'en a pas besoin, le code il va fonctionner pareil, hop, ça dégage 135 octets. Et bien évidemment, il va supprimer les sauts de ligne, les espaces qui servent à rien, le tout pour arriver à un résultat le plus petit possible, sans changer le fonctionnement du code. Et ça, en fait, c'est qu'un exemple assez simple de tout ce qu'est capable de faire un minifieur moderne. Il y a des techniques complètement dingues qu'il est capable d'appliquer. Une fois qu'il a atteint les limites de ce qu'il est capable de faire avec la minification, enfin, une fois qu'on a atteint ces limites, on va appliquer de la compression. Et là, sous-entendu, de la compression sans perte. Mais bon, en général,
On dit juste compression et tout le monde comprend qu'on parle de compression sans perte de données et des algos et techniques sans perte de données. Donc le compresseur, il ne connaît pas la syntaxe du fichier. Il va travailler directement sur les octets. Bon, nous, avec Antoine, et peut-être vous aussi, quand on voit ça, on reconnaît que c'est le fichier de tout à l'heure. On le voit, le export, là. On voit l'export, les functions, les returns, etc. Le compresseur, lui, il s'en fout. Il voit 98 octets, il applique ses algos et techniques pour essayer de produire le résultat le plus petit possible, tout en étant capable, bien entendu, de pouvoir retrouver l'original à la décompression. Ok, maintenant qu'on sait de quoi on parle, compression, minification, c'est intéressant de connaître les ordres de grandeur, quel poids on peut gagner en utilisant ces deux techniques. Donc on va reprendre l'exemple d'Hubert. Donc sur son petit fichier, on gagne quand même vraiment plus des 2/3 du poids du fichier avec la compression et la minification. Et on voit que l'assemblage des deux est beaucoup plus intéressant que utiliser la compression seule. Maintenant, sur un exemple un peu plus relatif à la réalité, avec une librairie JavaScript, genre jQuery, on voit que voilà, c'est drastique, et si on regarde en pourcentage, on est à peu près en compressé et minifié, c'est 10% du format brut. Donc c'est vraiment exceptionnel. Bon, ça marche. La compression, ça ne marche pas qu'avec le JavaScript. Et bien heureusement, sur du CSS avec Bootstrap, là, pour le coup, on gagne à peu près le même ratio. Mais vous pouvez observer ici, par exemple, le CSS, il n'y a pas grand-chose à enlever en minification. Donc, si on faisait que de la minification, ce ne serait pas très intéressant. Et puis, si on va chercher la documentation complète de Hibernate, oui, ça existe. Il y a un fichier HTML avec toute la doc d'Hibernate. Ça fait 2 mégas 4. Heureusement, on peut la compresser, minifier et obtenir un format à peu près correct. Et puis, on peut aussi avoir du JSON. Et donc là, pareil que du CSS, la minification sur le JSON, c'est peu effectif, mais avec de la compression, c'est intéressant. OK, les ordres de grandeur, on gagne tout ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on doit retenir là, ce qui est le plus important pour vous, c'est que la compression, ça va de pair avec la minification. Si vous appliquez de la compression sans minifier le contenu que vous avez, vous perdez énormément de potentiel de gain sur vos fichiers. Réduire la taille, c'est bien, c'est un objectif en soi, mais ce qui est important, ça va être de se poser la question sur l'impact sur les utilisateurs et les utilisatrices. C'est ça qui a de la vraie valeur au final. On ne fait pas juste ça pour gagner des octets, quoi. Ouais, faisons des projections théoriques. Et là, je dis bien théorique, sur un réseau lent, qu'on va considérer lent, genre de la 3G. Eh bien, obtenir un fichier compressé et minifié, on passe de secondes en partie de seconde. Voilà, sur jQuery, le temps de chargement, il est perceptible et imperceptible. Sur de la 4G, ça se voit encore. C'est une projection pure, hein, on est toujours dans la théorie, donc ouais, on gagne encore en poids et de manière impressionnante. Parenthèse d'ailleurs, ceux qui connaissent Bundlephobia, c'est un site assez cool, vous mettez une bibliothèque de NPM et il vous donne ces projections théoriques de taille minifiée, compressée, etc. et le temps que ça pourrait prendre à télécharger en 3G ou en 4G. Après, ça reste de la théorie, quoi. Ouais, ce serait quand même bien plus intéressant de tester dans le vrai monde, et puis des démos valent mieux que des mots. Donc en testant avec une vraie page web. Prenons une page web au hasard. La page du Scrabble ? Ouais, si tu veux, ouais. La page du Scrabble. Donc une page, c'est un ensemble de ressources qu'on télécharge. Ces ressources, elles sont parsées, analysées par le navigateur, qui déclenche parfois le téléchargement d'autres ressources, parce qu'on construit une cascade de téléchargement de ressources. Qu'est-ce que la compression va changer sur, visuellement, pour l'utilisateur, le temps de chargement? Donc testons ici avec de la 3G lente. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on attend en 3G lente. La page Wikipédia, elle arrive. Mais au bout de 4-5 secondes, oui, il boit, il a le temps. La compression, on arrive à avoir quelque chose au bout de 5 secondes. Sans compression, il faut... Ouais, voilà. Ouais, au bout de 14 secondes, on commence à voir des choses. Bon, si on passe sur de la 4G, c'est encore extrêmement perceptible. C'est-à-dire qu'on commence à avoir du contenu avant les 2 secondes, alors qu'il faut bien attendre 2 secondes sans compression. Et dans un monde où on a Internet illimité, c'est quand même perceptible. Le temps de chargement complet sera le même, mais la perception du chargement sera différente. OK. Deuxième notion à retenir, la compression, même en 2023, c'est nécessaire pour vos utilisateurs, et notamment les utilisateurs sur des connexions réseau limitées. Alors là, vous vous dites, non mais Antoine, t'enfonces des portes ouvertes, tout le monde sait qu'il faut compresser. Je pense que dans la salle, tout le monde compresse correctement ses fichiers. Spoiler, non. Il y a des gens qui oublient. Mais ça, on peut le découvrir grâce à l'Almanach du Web. C'est une ressource, si vous ne la connaissez pas, elle est très intéressante. Il collecte des données publiques de l'usage d'Internet et du Web.
et ils font des rapports annuels. Notamment en 2021, il y a un super bon chapitre sur la compression qui a nourri notre présentation, qui nous apprend malheureusement quelques mauvaises nouvelles. Donc on va regarder sur du JavaScript, sur du CSS, sur de JSON, du SVG, de l'HTML. Et là, l'HTML, ça me ferait vraiment mal. C'est-à-dire qu'il y a, ici dans la salle, il y a 50% des gens potentiellement qui retournent leur HTML sans le compresser. Tu les vois, Hubert ? Moi, je pense qu'ils pourraient se dénoncer, mais je pense qu'il y a des gens bien ici. Ça concerne plutôt l'ensemble du web et des gens qui maîtrisent peut-être moins leur serveur, je sais pas. Ouais. Après, ça reste l'ensemble du web public que HTTP Archive peut scanner. Je pense que les stats seraient pires si on incluait tous les intranets et l'internet privé qu'on code tous au jour le jour. Mais bon. Maintenant qu'on est tous convaincus, toutes et tous convaincus qu'il faut compresser et pourquoi, on va essayer de voir ce qui se passe dans les tuyaux. Imaginez un navigateur qui veut récupérer une page web. Donc il va dire au serveur, donne-moi index.html. Donc là, le serveur il va dire, tiens, voici index.html, 200 OK, tout va bien. Dans la requête HTTP, le navigateur va pouvoir préciser quel format il supporte avec un en-tête qui s'appelle accept encoding. Et il dit, par exemple, moi je sais faire du gzip, du deflate ou du brotli. Et le serveur, lui, il va regarder ce qu'il supporte parmi ces formats de compression et il va préciser ça au navigateur en disant, tiens, voici une réponse, le index HTML, et avec l'entête content encoding, il va pouvoir dire, là, la réponse que je te donne, c'est en gzip ou en brotli, par exemple. Alors, on va faire une petite démo. Je vais prendre Firefox. Donc, j'ai ouvert les DevTools, puis on va charger la page du Scrabble. Yeah. Du coup, en fait, dans les DevTools de Firefox, ce qu'on va retrouver si je regarde ma requête, c'est que la requête est partie. Donc, par exemple, un Firefox moderne, ça supporte gzip, deflate et brotli. Donc ça, c'est ce qu'il a envoyé au serveur. Et Wikipédia, ils sont bien, mais ils pourraient être encore mieux. Pour l'instant, ils répondent tout avec gzip. Si vous regardez la colonne taille, ça va être la taille originelle du fichier. Donc, par exemple, le fichier HTML, il est assez gros. Dans transfert, vous avez la taille qui a été transférée, donc la taille compressée. Et ce qui est toujours un peu confusant, c'est que ça inclut la taille des entêtes HTTP. Et donc là, on a 1 kg, ici, 1 kg d'entête HTTP par requête. C'est aussi pour ça que quand Antoine vous montrait la cascade, il faut vraiment regarder dans la pratique et pas dans la théorie, quoi. Donc la compression, c'est ce qu'il faut retenir, au final, c'est que la compression, c'est natif au fonctionnement du web. Et la puissance du truc, c'est qu'un vieux navigateur, il peut discuter avec un serveur très moderne, et inversement, et tout le monde se comprend, tout le monde se comprend. J'ai l'impression de... Non, vous l'entendez que ça capte pas bien ? Même s'il y a un moderne, un récent, et inversement, tout le monde se comprend. Et ça, c'est quand même assez dingue. À tel point que gzip, ça marche tellement bien que Canayuse, il essaye même pas, tu peux pas tester, il essaye même pas de dire quelle version. Il dit non, ça marche tout le temps, quoi. Si on continue notre exploration de ce qui se passe dans les tuyaux, moi, en fait, avant, quand je me mettais à la place d'un navigateur... Tu fais ça, toi ? Ouais. Je me disais, il télécharge une page, après il parse l'HTML, et après il essaye de dessiner le texte, les rectangles, et faire l'affichage, quoi. On va essayer de voir un peu si c'est vraiment ça qu'il fait. Donc ce coup-ci, on va prendre Chrome. Donc j'ai ouvert mes DevTools, et je vais charger une magnifique démo avec plein de CSS. Attention, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette page ? On a l'intégralité de Sherlock Holmes. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Voilà. Non, l'idée, c'est que pour vous montrer, il nous faut un contenu très gros. Et en fait, on a beau avoir une page qui pèse 4 mégas, ça charge en un peu moins d'une seconde. Donc pour les fans, il y a les 4 romans, les 56 nouvelles, tout ça. Donc on va le charger, mais on va ralentir artificiellement le serveur pour voir un peu mieux ce qui se passe. Donc on recommence. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti. Donc là, on voit que le navigateur est en train de télécharger la page. Et pendant qu'il fait ça, il est déjà en train, alors qu'il n'a pas le contenu en entier, il est déjà en train de parser de l'HTML et de l'afficher. Donc les romans, ils sont un peu plus longs que les nouvelles. Et donc là, ce qu'il faut retenir avec ça, donc forcément ça prend 15 secondes, c'est que c'est pas...
le navigateur, il ne fonctionne pas avec une succession d'étapes bloquantes. Il fonctionne en temps réel, en fait. Il va être capable, alors qu'il n'a pas la fin du fichier, de parser l'HTML dynamiquement et de commencer à dessiner à l'écran et de, en permanence, mettre à jour le DOM alors que le fichier arrive bout à bout, quoi. Et ce comportement, il n'est pas accidentel du tout, hein. C'est prévu par la spec, qui est l'arrivée parcellaire du contenu HTML, c'est prévu, quoi. C'est documenté. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rajoute la compression ? Donc là, je vais reprendre mon exemple, toujours ralenti artificiellement pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Et ce coup-ci, on va avoir de la compression. Donc là, on a toujours le fichier qui se télécharge, et pour autant, on ne l'a pas en entier, et on continue à avoir le DOM qui se construit dynamiquement, le navigateur. Bon, là, forcément, vu que c'est compressé, le résultat fait un mec 4, et ça met 5 secondes à charger. On reste bien évidemment persuadé que c'est la meilleure manière de lire l'intégralité de Sherlock Holmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la décompression, elle n'est pas bloquante comme ça. Elle fait partie de ce pipeline, de ce flux continu de transformation en mode streaming, en fait, quoi. Donc elle ne vient pas bloquer, elle vient s'intégrer dans ce processus. C'est le cas aussi de la compression. En fait, le serveur, il est en train de compresser le fichier qui est sur le disque, il envoie les petits bouts, et si ça se trouve, il n'a même pas encore commencé à compresser la fin du fichier, que le navigateur, il a déjà fait toutes les étapes et commencé à afficher des choses à l'écran. Donc retenez bien, la compression, ça n'interrompt pas le flux, ça ne perturbe pas le fonctionnement temps réel du web. Yes. Bon, tout ça, ça date pas d'hier. Et pour comprendre ça, il va falloir aller chercher la DeLorean qu'il y a dans le hall, là. Ça date bien avant, genre 2010, les années Bootstrap, bien avant les années 2000 et le style métal et tout. Ça date des années 90, donc c'est en 1992 que Jean-Loup Gailly et Marc Adler ils sortent la RFC de gzip. C'est vraiment, ça commence à être vieux, quoi. Ouais, tu faisais quoi en 92 ? Ok. Sinon, il se base des travaux de Phil Katz sur PKZip, donc qui commence en 86 jusqu'à 90 à peu près, un format de fichier compressé. Mais ces gens-là, dans les années 90, ils inventent relativement que des RFC. Ils se basent sur des outils mathématiques et théoriques bien plus anciens. D'abord, ils vont chercher dans les années 70 avec le travail de Abraham Lempel et Jacob Ziv, qui sortent un algo de compression qui s'appelle LZ77. Ils sortent ça en 1977. Le nom de cet algorithme de compression reste encore aujourd'hui un mystère. Mais ces gens-là, ils sortent ça, c'est assez révolutionnaire pour l'époque. Mais ils étendent un peu des travaux qui ont été amorcés encore bien plus tôt. Donc on parle de travaux en 1950, 1952 précisément, avec le codage de Huffman, le code de Huffman, de David Huffman. Tu sais que 52, c'est l'année de l'explosion du Scrabble aux États-Unis et en Europe ? Oui, c'est bien, Hubert. Bon. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que des outils qu'on utilise tous les jours sont basés sur des découvertes scientifiques qui ont peut-être vraiment un demi-siècle. C'est-à-dire que, est-ce que la recherche fondamentale, c'est un usage ? Clairement, oui. Il y a 50 ans qui séparent le codage de Huffman et PKZip, et il y a presque 30 ans qui séparent PKZip d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis désolé, mais moi, ça m'impressionne. Moi aussi. Vous aussi ? Ouais. Ok, ils sont chauds, c'est l'heure d'expliquer le code de Huffman. Pour ça, on va prendre un mot au hasard. Hubert, hein. Non, mais c'est un vrai mot, on peut le jouer au Scrabble. Hubert. Ok, d'accord. De toute façon, je n'ai jamais réussi à le placer, il faut faire sablon, après, c'est l'enfer. On va essayer de compresser le mot compression, comme c'est original. Quand on stocke ce mot dans un fichier texte, il va prendre 11 octets, parce qu'il y a 11 caractères. Donc un octet par caractère. Chaque octet contient les 8 bits nécessaires à représenter le code ASCII en binaire de chaque lettre. Alors si vous êtes nul en ASCII comme moi, il y a une super commande sous Linux, faites ASCII, enfin ASCII-B, et vous avez l'ensemble le tableau de correspondance. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les caractères du mot compression. Et donc, en mode binaire, notre mot, il ressemble à ça. En 52, Huffman, ce qu'il se dit, c'est qu'il constate que cette représentation binaire, elle est linéaire, en fait. Le nombre total de bits, il est proportionnel au nombre de caractères du message à encoder. Alors, nous, on voit ça, on se dit, à la rigueur, on n'a que 9 caractères différents dans ce texte. Donc,
On n'a pas besoin de 8 bits, on peut faire un petit log de 2 et en fait on pourrait coder ça sur 4 bits et gagner de la place. Huffman, lui, il va beaucoup plus loin que ça en fait. Il se dit, en codant les caractères qui apparaissent le plus souvent avec peu de bits et en codant les caractères qui apparaissent le moins souvent avec beaucoup de bits, en moyenne, on devrait gagner de la place. Hubert, je les ai regardés, je crois qu'on les a perdus. Non, mais en fait, c'est comme au Scrabble. Au Scrabble, les lettres les moins fréquentes ont un petit score, et moins les lettres sont fréquentes, et plus leur score est élevé. Et en fait, si on représentait chaque lettre en utilisant le score du Scrabble pour le nombre de bits, on réduirait le nombre total de bits. Et en gros, l'idée de Huffman, c'est le Scrabble. Alors Hubert, on représente quand même beaucoup de lettres sur un bit. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que Huffman, il est bien plus fort que ça. Pour l'histoire, ce gars-là, il a eu le choix. Il était étudiant au MIT, dans la même classe que Claude Shannon. Et son professeur, il lui a proposé 2 choix. Soit tu passes ton partiel de fin de semestre, soit tu sors un papier scientifique. Et ce gars-là, il a choisi le papier scientifique. Et il a sorti le codage de Huffman. Et plus que sortir ce codage, il a démontré mathématiquement qu'il n'y a pas meilleur que ça. Et ça, il a sorti ça, il avait 26 ans. Bien joué quand même. Ouais, je crois qu'il a plié le game, clairement. Alors, comme on le disait plus tôt, l'algo de Huffman se base sur la fréquence des caractères. Donc, dans notre mot, on a 2 O et 2 S. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter plusieurs fois la même chose. On va trier par fréquence, et ensuite, on va prendre les 2 éléments les moins fréquents, qui sont sur la droite, on va additionner les fréquences, et on va créer un arbre binaire. OK. Bon, il faut suivre l'algo, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc je prends la fréquence de I et N, je les regroupe ensemble, ça fait 2, je trie par fréquence. Je prends R et E, je trie, j'additionne, je trie, j'additionne, je trie. Ah, là, 2 plus 1, c'est compliqué. 3, je trie, j'additionne, etc. Et au fur et à mesure, on est en train de construire un arbre avec toutes nos lettres. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi on fait ça? Alors, en fait, une fois qu'on a notre arbre, il y a plusieurs choses qu'on peut constater. Déjà, les caractères les plus fréquents, en tout cas un des 2, le O, est tout en haut de notre arbre. Et les caractères les moins fréquents vont être tout le temps en bas de l'arbre. Et grâce à cet arbre, on va pouvoir déduire un codage binaire pour chaque caractère qui est optimisé. Et pour ça, je vais sortir mon gros curseur, on va parcourir l'arbre, et dès qu'on va à gauche, on fait 0, et dès qu'on va à droite, on fait 1. Donc là, si je veux le code binaire de I, je vais 0, 0, 0, 0. Donc pour coder I, c'est 4 0. Vous suivez? Ouais. Pour coder O, je vais à droite, donc 1, puis une deuxième fois 1. Pour coder O, c'est 2 fois 1. J'en prends un dernier pour coder E, par exemple, donc c'est 0, 0, 1, 1. D'accord? Bon, après, les autres, vous avez compris. Ce qu'on note, en fait, c'est que parce que c'est un arbre binaire et parce que les lettres sont un peu les feuilles tout en bas de l'arbre, une fois qu'on a codé la lettre O avec 1 et 1, il n'y a rien en dessous de O. Pareil, pour le E, il n'y a rien en dessous de E. Donc quand on a le code binaire 1, 1, on ne peut pas avoir un autre code dans ce tableau qui commence par 1, 1. Et ça, c'est vrai pour tous les caractères du tableau. Et donc, en fait, à la fin, si on prend notre représentation binaire avec les codes qu'on a construits grâce à Huffman, déjà, on a un résultat qui est plus petit. Alors là, vous dites, OK, tu as gagné 9 bits entre 44 et 35, sauf que c'est énorme, en fait. Et surtout, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le texte, on va regarder 0, 1, 1, on va comprendre dans notre tableau que c'est C, et on sait qu'il faut s'arrêter là. Alors qu'on ne savait pas si ça allait être 2, 3 ou 4. Et ça, c'est vraiment la puissance du truc, c'est qu'on ne sait pas quelle est la longueur, mais grâce au tableau de correspondance, on sait quand s'arrêter, et on recommence. Donc là, on a 1, 1, ah oui, donc ça c'est un O, on s'arrête, on recommence, etc. Et en fait, Huffman, ce qu'il fait, c'est de dire, on va jouer à lettre compte moins, en fait. On va prendre chaque lettre et on va essayer qu'elle compte le moins possible de place dans notre mot. Après cette parenthèse Scrabble une nouvelle fois, parlons un peu de LZ77. Et pour rappel, c'est 25 ans plus tard, 25 ans après Huffman. Là, je vais vous montrer un exemple, une phrase que je n'arrive même pas à lire, mais alors je ne sais pas si vous l'avez de tête, petite citation d'un film qu'on aime bien.
Je sais pas, quand tu vois cette phrase, Hubert, est-ce que tu saurais me dire quelque chose, quoi? Il y a beaucoup de répétitions. Ouais, il y a peut-être beaucoup de répétitions. C'est un peu le constat que font Monsieur Ziv et Lempel, c'est qu'on peut travailler sur ces répétitions. Pour reprendre un peu ta métaphore, ce qu'on va chercher ici, c'est pas lettre compte moins, c'est carrément mot compte moins. Mais ils ne sont pas attachés à de la grammaire, parce qu'on est vraiment au MIT, ils se disent, on va chercher des motifs répétitifs, des choses qui se répètent dans le message, et essayer d'optimiser le poids en bits de représentation de ces motifs répétitifs. Pour vous faire comprendre, on va prendre mon dessert favori, le millefeuille. Le millefeuille a un petit motif répétitif, vous arrivez peut-être à le voir. Pour dérouler l'algo LZ, c'est très simple, il faut travailler sur des triplets et voir est-ce que j'ai déjà vu ce triplet ou non. Le premier triplet qu'on voit, c'est MIL. On démarre la compression, on ne l'a jamais vu, donc on stocke, j'ai vu MIL, et on dit, bon, je mets M, je ne peux pas le compresser, je ne peux pas représenter ça plus petit. On fait ILL, je ne l'ai pas vu, je stocke I. Et on déroule, on va arriver jusqu'au ILL de feuille. Et donc là, le ILL, je l'ai déjà vu. Donc LZ77, elle impose de créer une étiquette, c'est une autre représentation, qui va avoir une taille de 3, parce que le triplet fait 3, c'est plutôt logique. Donc cette taille de 3, et on va dire, je l'ai vu, il y a 8 caractères. Ok ? Et on va quand même checker, mais est-ce que j'en ai pas vu un peu plus ? I-L-L-A-E. Finalement, j'ai une taille de 4. Donc en gros, je crée un espèce d'objet dans mon message qui va être, j'ai vu ce même morceau de texte de taille 4, il y a 8 caractères. Bon, exemple simple du millefeuille, reprenons ma phrase illisible. Voilà, non, elle l'est encore moins. On va essayer de dérouler ça. Donc pareil, on ne peut pas tromper. Donc là, Hubert va cliquer comme un fou avec son curseur. Bien évidemment, au début, il n'y a pas de motif répétitif. On arrive à espace PE. Et si vous l'avez l'œil vif, l'espace PE, vous le voyez tout au début. Donc on crée une étiquette de taille 3, on remonte. Et puis on vérifie si elle n'est pas plus grande que 3. Non, elle n'est pas plus grande que 3. OK. On attaque le caractère suivant, on continue. Et là, on va voir, si vous avez l'œil vif, le NE espace. Le NE espace. Qui l'a ? Qui l'avait vu ? Personne. OK. Et donc, on crée un motif, donc une étiquette, et puis on va le chercher avec sa position et sa longueur. OK ? Bon, on ne va pas vous faire toute la phrase. On va aller chercher un gros motif, un truc un peu impressionnant. Donc, dans cet ensemble de phrases, il y a carrément le tromper 1000 personnes qu'on répète. Donc ce motif, il est détecté avec le espace TR. Donc, le espace TR, on va le chercher dans la deuxième phrase. Et donc là, la taille, ça ne va pas être juste 3, parce que là, Hubert, il va rajouter énormément de caractères dans son étiquette. Voilà, il en ajoute 20. Je peux prendre le S et c'est tout. Ouais, 24. Donc en gros, on crée un objet, un espèce de pointeur de taille 24 et de distance 54. C'est ça la logique de LZ. Et ce qui est assez magique, c'est que reconstruire le texte, c'est pas très compliqué comme algo. Je pense qu'on peut tous le faire ici. C'est on lit et dès qu'on voit une étiquette, on revient en arrière, etc. Le système d'étiquetage, il est très simple et il est très puissant. Il est même très très puissant. On va prendre un exemple un peu moins ciné, un peu plus musique. Alors avec ma voix de mec qui tousse, je vais pas vous faire la fin de Hey Jude, mais nanana, c'est très poétique les Beatles, hein, surtout les fins. Là, il y a encore un motif qui se répète. Mais vous allez voir l'étiquette, il y a un petit truc magique en plus. Donc on voit le virgule. Donc on va aller jusqu'au moment où on en détecte un. On va créer une étiquette de taille 3. En fait, elle va faire au moins 4, parce qu'il y a l'espace après. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on va aller étiqueter les autres répétitions. Okay ? Et donc là, on crée une étiquette de taille plus grande que la distance. Donc on arrive à représenter dans une tuile de Scrabble, parce que bien évidemment Hubert, une tuile de Scrabble, on va dire une taille 44 et une distance de 4. Ça, c'est magique. Et à la fin, on dit Hey Jude. Hey Jude, voilà, c'est la fin des Beatles. Alors du coup, concrètement, on vient de voir, ça va, tout le monde suit, on vient de voir Huffman et LZ, c'est les bases. Concrètement, comment ça fonctionne quand on va essayer de combiner les deux ? Alors, en fait, Lempel et Ziv, quand ils créent LZ77, l'année d'après, ils créent un autre algorithme, LZ78,
Et suite à ces deux algos qui fonctionnent un peu différemment, mais qui font la même chose, vont créer en fait des familles, des gens qui s'inspirent de tout ça pour créer d'autres algos en fait. Donc derrière LZW, on retrouve le format d'image que personne ne sait prononcer, n'est-ce pas? Derrière LZSS, on retrouve WinRAR. Il y a quelqu'un ici qui a payé sa licence WinRAR? Il y en a. Derrière LZM1, on retrouve 7zip. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est Deflate, en fait. Parce que Deflate, c'est ce qu'il y a dans WinZip, gzip, dans les PNG, etc. Si vous êtes intéressé par cette saga des familles de compression, Colt McKinley chez Google, il a fait une super série de vidéos là-dessus. On vous la recommande. Du coup, Phil Katz, en 90, l'année de la disquette, j'ai l'impression. Ça rappelle quand même, là, quand tu vois la pile de disquettes, là, il se dit, OK, je prends du texte, je le compresse avec LZ77, donc j'ai des caractères, des symboles, on va dire, et des étiquettes. Je prends tout ça. Je vais regarder est-ce que j'ai des symboles ou des étiquettes qui se répètent souvent, et je vais appliquer Huffman là-dessus. Donc, fusion, quoi. Vous voyez ? Et avec ça, il choisit la manière dont il va coder ça en binaire et il appelle ça l'algorithme et le format de données Deflate. Quelques années après, ça a été mis dans une RFC, qui est passionnante, je vous l'avoue. Et autour de ça, autour de ce bloc de bits Deflate, il rajoute un header, un footer, et avec ça, il crée le format zip. Ça se pose là, quoi. Normalement, tout le monde connaît ce format. Merci Phil Katz. Quelques années après, on a, donc Antoine en parlait tout à l'heure, Jean-Loup Gailly et Marc Adler qui reprennent la même manière de coder les bits dans Deflate, la même combinaison de LZ et Huffman, mais eux, ils mettent des headers et des footers différents et ils créent l'outil gzip et le format de données .gz qui va avec, qu'on retrouve dans une autre RFC qui, elle, va vraiment juste expliquer ce qu'il y a dans les headers et les footers. Alors dans nos recherches, on est tombé un peu sur le cas assez bizarre, c'est que votre navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, il passe son temps à dire « je sais faire du gzip et je sais faire du deflate ». Attends, t'as dit que dans gzip, il y avait du deflate, c'est quoi le délire là? Et donc en fait, quand le serveur répond « tiens, voici du contenu et je te l'envoie en deflate », en fait, il répond un autre format qui contient du deflate, mais avec des headers et des footers encore différents, qui est le format zlib, qui est la bibliothèque qu'il y a dans gzip. Il y a une RFC qui va avec. Et pour des sombres histoires de bugs Microsoft dans 2IS dans les années, personne n'utilise ce truc. Et donc globalement, vous verrez essentiellement du gzip. Mais rappelez-vous que dans gzip, il y a du deflate. Juste des headers et des footers en plus. Bon, non, on a trouvé ça un peu confusant et on préférait enfin élucider le mystère qui vous turlupine depuis des années, j'imagine. Je crois à Hubert qu'ils sont prêts maintenant. T'es sûr? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes toujours prêts? Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce message? Donc ici, on a un fichier compressé avec gzip. Donc dans ce fichier, déjà, on va pouvoir reconnaître des entêtes gzip. Ça se voit. Bien sûr. Donc il y en a 10 octets. Donc déjà, 10 octets. Dans les 10 octets, il y a deux octets qui sont tout le temps les mêmes, qui peuvent permettre de reconnaître les fichiers gzip. Et après, il y a plein de trucs qui servent à rien. Globalement, la méthode de décompression, c'est tout le temps la même. Les flags, on s'en sert un peu vite fait. La date de modif, tous les serveurs la mettent à 0. Les extra flags, ils servent à rien. Enfin, presque. Et après, il y a l'OS. Super. Ça ne sert à rien. Et à la fin, on retrouve des footers. Donc là, on a 8 octets, 64 bits. On a une checksum, dans un format checksum que personne n'utilise aujourd'hui, et la taille originale du fichier. OK. Donc, quand vous faites un fichier gzip, au final, de base, vous payez 18 octets de métadonnées, en fait, dont beaucoup qui servent à rien. Et au milieu, souvenez-vous, on a le deflate. Donc on va avoir différents blocs de deflate. Bon, là, c'est un exemple simple. On n'a qu'un seul bloc. Donc c'est le bloc 0. On a 568 bits qui représentent notre bloc. Alors, on voit bien. Le premier bit du bloc, il permet de vous dire est-ce que c'est le dernier bloc. Donc quand vous en avez plein, ça vous permet de savoir si c'est la fin. Donc là, il n'y en a qu'un, donc il est à 1. Les deux bits qui suivent, alors on voit un peu sous mon curseur géant,
vont permettre de vous dire quel est le type de bloc. Donc il y a 3 types de blocs. Le premier type, c'est il n'y a pas de compression. Pourquoi pas? Mais en gros, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le bloc, c'est globalement le fichier qu'il y avait à l'origine, plus un header-footer. C'est a priori un fail-safe, en mode tu m'as filé un fichier que je suis incapable de compresser, et en vrai, ça vaut plus le coup de le remettre tel quel. Le type 1, c'est le type facile. C'est celui qu'on va voir. Le type 2, c'est le type difficile. Et on ne va pas le voir tout de suite. Mais donc, souvenez-vous, on est sur... J'ai pris LZ, j'ai créé des étiquettes avec les répétitions, et j'ai encore les symboles qui, eux, ne sont pas répétés. À partir de ça, je crée un code de Huffman. Et en fait, le type 1, le type facile, le code de Huffman pour savoir quelle est la longueur, quoi correspond à quoi, il est dans la spec, il est dans le compresseur, dans le décompresseur. Donc c'est vraiment plus pour des cas simples, c'est pas super optimisé, mais ça marche un peu, quoi. Le type 2, le code de Huffman qu'on calcule, il est calculé sur le message et il est transmis dans le message. Donc potentiellement, ça a un coût de passer cet arbre de Huffman, qui est lui-même codé avec un arbre de Huffman. Enfin bon, le type 2, c'est compliqué. Du coup, après mes 2 bits là... On va essayer de décoder le message. C'est ça. Donc comment je sais au bout de combien de temps je dois m'arrêter? Souvenez-vous, l'arbre de Huffman, il me dit il y en a qui font tant de bits, et tu suis le tableau de décompression, enfin de correspondance. Et en fait, dans la spec, au lieu de vous donner l'arbre sous forme d'une image, non, c'est une spec, c'est en ASCII, et en plus, ils vous donnent plutôt la recette pour le déduire. Donc ils vont vous dire, tous les octets de 0 à 255, il y en a sur 8 bits, d'autres sur 9 bits, et après, le reste des symboles sert à coder les longueurs des étiquettes. Bref, il y a un petit peu du taggle, c'est magique. Souvenez-vous que la spec définit la correspondance. Donc moi, comme je suis la spec, je sais que je dois lire 8 bits, et qu'en lisant 8 bits, j'ai le symbole 79. Et le symbole 79 en ASCII, c'est O. Okay. Après, je lis le symbole 78, il est juste avant, donc c'est N. Ensuite, j'ai un espace, etc. Je crois que vous arrivez à voir quelle phrase on a codée. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que chacune de nos lettres est codée sur 8 bits. Donc, à part le fait qu'on ait payé les header-footers, les lettres qui ne se répètent pas, elles font la même taille qu'à l'origine, parce qu'en gros, les caractères les plus utilisés, il les met sur 8. Mais ici, si je suis mon tableau, il me dit, là, tu dois t'arrêter au bout de 7 bits. Pardon. Donc là, je m'arrête, et au bout de 7 bits, j'ai un ensemble binaire qui correspond au symbole 257. Donc 257, ça va être une longueur. Et comment je sais que c'est la longueur 3 ? Je lis la spec, qui est passionnante. Et donc le symbole 257, il me dit, ça, c'est une étiquette de longueur 3. Ce qui est intéressant à noter, tous les algos qu'utilise LZ fonctionnent différemment. GZIP a choisi de faire des répétitions de minimum 3 et de maximum 258. Je crois que ça suffit pour coder Ijoud, mais je ne suis pas sûr. Donc, si j'applique ça, j'ai en fait à cet endroit-là 7 bits qui correspondent à la longueur 3 de mon étiquette. Une fois que j'ai lu la longueur, il faut que je lise la distance. Une étiquette longueur-distance. Donc, la distance, elle a son propre arbre de Huffman. Et l'arbre de Huffman simple de type 1, toutes les distances font 5 bits. Donc là, on va lire 5 bits. Et là, j'ai une distance, je lis en binaire en partant de la droite. Pourquoi ? Parfois, c'est compliqué. Mais si je lis la distance 8, je me reporte à la spec dans un autre tableau qui me dit la distance 8, c'est entre 17 et 24. Donc là, ça devient un peu OK, merci la spec. Retenez juste que, en fait, il est capable de trouver des répétitions un caractère plus haut. Et il est capable d'aller jusqu'à 32 kilos, en fait, en base 1024. Bref. Donc, en fait, si vous avez un gros fichier d'un méga, GZIP, il ne peut pas trouver des répétitions plus loin que 32 kilos dans le passé. Waouh, avec ça, vous pouvez briller dans les dîners. Donc, 8, c'est entre 17 et 24. Comment je sais si c'est 17, 18 ou autre ? En fait, il faut lire 3 bits de plus. OK. Et donc, si je lis les 3 bits qui suivent, là, dedans, il y a 0. Donc, en fait, ma distance, c'est 17 plus 0. Et donc là, on a une étiquette qui fait un peu moins
qui fait 15 bits, et on code 3 caractères en 15 bits, alors qu'il nous faut 8 bits pour coder un caractère. Donc même avec cette petite étiquette, on a gagné un peu plus d'1 caractère. Ouais. Et ça, c'est que le début. On ne va pas vous faire tout le fichier, mais globalement, c'est ça qui se cache dans le bloc de Deflate. Et ce qui est assez dingue, c'est d'aller voir la répétition la plus grande, celle qu'on avait vue tout à la fin. Donc là-dedans, on a trompé 1000 personnes au pluriel espace. Donc on a 24 caractères, c'est une répétition de 24 lettres. Ça fait normalement dans le fichier d'origine 192 bits. Tout le monde connaît sa table de 8. Et on vient de mettre 192 dans 18 bits. Moi, je ne sais pas vous, mais ça me... Yes. Après, on peut entendre que vous n'ayez pas tout compris sur cette application exacte. Si vous voulez voir ça, il y a une petite playlist de vidéos par Bill Bird, qui est un universitaire canadien, qui a fait une série de 20 vidéos de 2h30 sur YouTube, qui vont vous expliquer en détail la compression. Non, en vrai, c'est passionnant. Je l'ai partagé à des collègues. C'est un peu traquenard parce qu'après, ils font « Putain, c'est passionnant, j'ai passé la nuit, c'est hyper intéressant. » Après, on n'a pas tous les mêmes collègues, je ne sais pas. Mais typiquement, dans cette vidéo de 2h40, il explique le type 2 qui est assez complexe. Bon, ça, on a parlé de 92. Là, ici, on a vraiment montré un fichier encodé avec gzip. Depuis, les choses ont bougé. Et il y a des enjeux dans le web à continuer de réduire la quantité transférée. Donc, il y a des gens qui vont aller ce qu'on va appeler à la chasse au pouillem. Le pouillem, c'est une unité scientifique très précise qui veut dire à peu près pas beaucoup. Mais donc, il y a des gens, c'est très important pour eux parce que gagner un pouillem, c'est des millions d'euros. Exemple, Cloudflare qui a sa propre implémentation de la zlib pour gagner un peu d'argent, quoi. Mais pour eux, c'est très important. Mais il y a des ingénieurs de chez Google qui ont essayé de se dire, bon, comment il va faire d'autres formats. Mais pour comprendre les autres formats, parlons un peu d'un truc qu'on a omis, c'est les tailles de compression, les puissances, les niveaux. En fait, gzip, vous pouvez passer des niveaux de 1 à 9 et vous obtenez des résultats plus ou moins petits. En fait, ça va être des paramétrages de la compression à Z77 et Huffman, et vous obtenez à partir de 7 plus grand chose en différence. Okay, donc ça, c'est un peu frustrant, on ne gagne pas forcément plus, mais voilà, les ingénieurs de chez Google, dans les années 2000, ils essaient de faire un algo de compression qui s'appelle Zospli. Et cet algo, il va brute force la recherche d'étiquettes. C'est-à-dire qu'il va essayer de chercher les étiquettes les meilleures, il va faire plein de tests dans tous les sens pour gagner. Vraiment pas beaucoup. Là, on est sur jQuery, on gagne même pas 1 kilo, donc c'est la définition de l'épaisseur du trait. Mais bon, on l'a gagné quand même. Mais en fait, ils sont bloqués. C'est-à-dire que l'ingénieur qui a beaucoup travaillé sur Zospli, il est bloqué par le format du fichier, par les blocs de deflate de Phil Katz. Donc il y a des gens, ils se sont dit, bon, si on repartait un peu de zéro, on prend un autre algo de compression, dans le sens où on prend les mêmes outils, LZ77 et Huffman, mais on va changer le format du fichier et peut-être utiliser d'autres techniques de triche. Donc ils ont créé Brotli. Donc il y a un ingénieur de Zospli qui a travaillé sur Brotli. Et donc là aussi, Brotli a des niveaux et on obtient des résultats un peu plus intéressants. Si on les compare tous, on voit qu'avec Brotli, on gagne 2 pouillem, ce qui est intéressant, mais c'est 2 pouillem, quoi. Alors en fait, Brotli, donc même système, du LZ, du Huffman, il a des trucs qu'on n'a pas encore bien compris, il fait du context modeling. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais surtout il triche. Il a un dictionnaire statique. Donc en fait, en plus de pouvoir dire tiens, cette répétition, je l'ai vue plus tôt dans le fichier, il est capable de dire mais ce mot-là, ce bout-là, je l'ai déjà vu dans mon dictionnaire. Et il a un dictionnaire qui a la compression à la décompression, mais qui n'est pas transporté dans le fichier. Donc dans ce truc-là, il y a 13 000 et quelques mots. Alors, ce n'est pas exactement des mots, il y a massivement de l'anglais et quelques autres langues. Et il y a aussi du HTML, du CSS et du JavaScript. Et en fait, c'est là que Brotli triche, c'est qu'il sait qu'il est en train de compresser pour le web, en fait. Au début du dictionnaire, on a des mots, comme je vous le disais, de l'anglais, un peu d'HTML, un peu de CSS. Et sur la fin du dictionnaire, on a des mots beaucoup plus longs, qui ne sont plus vraiment des mots, qui sont vraiment des séquences de caractères. Et lui, il est capable de dire « Ah, mais dans votre fichier, tu as un méta HTTP equiv, moi je l'ai dans mon dictionnaire, donc hop, je mets une petite étiquette qui pointe vers mon dictionnaire. » Et pour chacun de ces mots, il est capable d'appliquer une parmi les 121 transformations. Et par exemple, si vous prenez le mot foundation, lui, il l'a une fois dans son dictionnaire, mais pour autant, il pourrait matcher dans votre texte à vous
toutes ces possibilités-là. Bref, c'est complètement dingue, et c'est entre autres, mais pas que, avec ça que Brotli gagne. Brotli, ça marche. Globalement, sur un navigateur moderne, ça marche. Et c'est ça qui est vraiment important de retenir, c'est que la compression, ça marche mieux avec Brotli. On gagne un petit peu, ça va dépendre des fichiers, mais voilà, ça marche plutôt bien. Bon, la magie de Brotli, elle a un coût. Il y a des trucages, et Brotli, quand on va utiliser les niveaux jusqu'à 11, ça prend un peu de temps. Vous voyez, 97 millisecondes pour compresser en niveau 11, c'est un peu long pour jQuery. Mais relativement par rapport à la technique brute force de Zofpli, ça va, quoi. Et si on compare tout, et c'est là où on voit que gzip 1992 est extrêmement intéressant, parce que gzip, ça prend vraiment pas de temps en niveau 9, alors que Brotli et Zofpli, ça prend du temps. Donc là, vous dites, oh, ça prend plein de temps, Mais en fait, la décompression, elle est quasiment équivalente sur tous ces algos-là. Il y a peut-être Brotli sur des gros fichiers qui va prendre un peu plus de temps, mais globalement, la décompression, n'importe quel algorithme vous utilisez, ça marche. Donc, retenez bien que la compression, il y a des nouveaux algos qui existent, qui sont plus puissants, qui ont un certain coût. Vous pouvez les utiliser si vous travaillez sur des fichiers statiques. Si vos bundles JS que vous délivrez, essayez de les compresser avec Brotli et Zofpli, et plutôt que les compresser avec du gzip. Et puis tout ce qui est dynamique, servez-les avec une configuration bien choisie de gzip et de Brotli. Comment choisir? L'Almanach est encore un de vos alliés. Ils ont fait des recommandations de niveau de gzip et Brotli en fonction si vous êtes dans un cas où vous pré-compressez ou vous compressez dynamiquement. Hubert? Oui, ça m'échappe. Ouais, c'est bien Hubert. Non, mais c'est parce qu'en fait, je voulais prendre un exemple sur un JPEG. Et si on essaye de compresser une image, donc là qui fait 600 kg, avec gzip ou Brotli, globalement ça sert à rien, ça crame du CPU pour rien, parce que JPEG, comme beaucoup d'autres formats de ce genre-là, a déjà compressé la donnée, et gzip, une fois qu'il voit le truc, il fait mais il n'y a pas de répétition, mais il n'y a pas de fréquence qui change, il peut rien faire en fait, ou presque. Donc ne compressez pas les formats de fichiers qui ont déjà en eux de la compression. Mais bon, personne ne fait ça, si? Personne ne fait ça ici. Je les vois. Non, c'est pareil, quand on regarde l'Almanach, en fait, il y a des gens qui compressent du JPEG, le format GIF, le PNG, etc. Et il faut vraiment retenir, la compression, ça n'a pas d'effet sur les fichiers déjà compressés, et donc il ne faut pas essayer de compresser tout ça, quoi. Il y a aussi des formats binaires qui ne sont pas pré-compressés. On vous a mis la liste ici, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas inclus la compression au moment de la construction du binaire. Par exemple, Wasm n'a pas fait ce choix. Et pourquoi ils n'ont pas fait ce choix? C'est qu'ils prévoient un peu le futur. Et donc on peut voir qu'en fait, on peut choisir l'algo de compression qu'on va opérer sur ce fichier binaire en sortie de Wasm. Ça va permettre dans le futur, si par exemple quelqu'un comme Huffman un jour trouve un truc de fou, on ne change pas le format du fichier, on applique un autre algo de compression, on gagnera encore plus. Là, on parle un peu de Wasm et de turfu, entre guillemets. Dans nos recherches, en gros, on a essayé de regarder un peu ce qui se fait aujourd'hui pour essayer d'aller encore plus loin. On a noté des gens chez Google qui essayent de proposer de mettre dans le navigateur le format de compression ZSTD qui a été fait chez Facebook. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il a des avantages, des inconvénients, mais c'est pas non plus wow, c'est trop bien, il faut le mettre. Donc ça discute. On verra un peu ce que ça donne. Et l'autre brouillon de standard qu'on a trouvé, c'est des gens chez Google toujours qui se disent peut-être qu'on peut préparer des dictionnaires très spécialisés pour tel ou tel format et les échanger à un moment donné sous forme HTTP et les mettre en cache pour pouvoir ensuite envoyer des fichiers qui se basent sur ce truc-là. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être assez compliqué que les gens adoptent ça, mais peut-être que via des services comme des CDN, ça peut décoller un petit peu, quoi. Ok, aujourd'hui on a essayé de vous résumer un peu ce qu'est la compression, vous faire un tour des notions importantes de la compression dans le domaine du web. Je ne sais pas si vous l'avez marqué, mais Hubert a essayé de glisser quelques références au jeu du Scrabble. Ouais, d'ailleurs j'ai trouvé mon mot, c'est Oxidier, 35 points, 50 points de bonus. Tu peux pas tester. Ouais, ok. Pour être certain que vous repartiez d'ici avec ces notions importantes qu'on a essayé de vous transférer, on a créé avec Hubert un petit jeu. C'est le QR code que vous pouvez flasher en haut à gauche. C'est un petit jeu. Vous pouvez gagner des crédits chez Scaleway et Clever Cloud. Il suffit de scanner ce jeu et essayer d'y répondre. Mais globalement, si on doit résumer, c'est que la compression, ça va de pair avec la minification du contenu.
c'est encore aujourd'hui nécessaire en 2023, qu'importe le réseau que vous utilisez. La compression, c'est natif au fonctionnement du web. Ça n'interrompt pas ce flux de gens qui transforment la donnée. C'est pas bloquant. Donc ça n'interrompt pas le flux. Pour Huffman, retenez que c'est vraiment let compte moins. Huffman, on travaille sur les caractères et on essaye de les coder sur moins s'ils sont très fréquents. Ouais, et LZ77, ou tous les algos LZ, c'est travailler sur mot compte moins, motif compte moins. Et puis, si vous allez plus loin, et avec les algos récents, globalement, Brotli, ça marche mieux que gzip. Donc, essayez-le. Et puis, les paramétrages et le fine-tuning un peu de vos serveurs va dépendre de est-ce que vous servez du contenu statique ou du contenu dynamique. Et globalement, retenez que le contenu statique, vous le précompressez. Ouais. Et puis enfin, retenez la photo de mes petits chats. On ne compresse pas mes petits chats, on ne compresse pas du JPEG. Et on vous remercie beaucoup.